Je dois vous parler des révolutions lyonnaises d'Henri Jean Martin. Je le disais tout à l'heure, ça peut paraître une évidence que le directeur actuel de la BML soit chargé de cette communication, une sorte de passage obligé. Mais les choses ne sont pas si évidentes. Ce n'est pas pour me dédouaner, mais les écueils sont nombreux. Éviter évidemment tout d'abord la géographie, type pot de départ. Ne pas multiplier les anecdotes, bien que la tentation soit forte pour une histoire aussi contemporaine, et puis pour un personnage tel que Henri-Jean Martin, j'ai trouvé l'intervention de Noël Ballet tout à fait remarquable et pertinente. Autre écueil paradoxal, peut-être, c'est une documentation des sources qui sont extrêmement abondantes finalement. Quoique on puisse penser, ces sources sont là, nombreuses, et puis elles sont sur place. Mais du coup, effectivement, elles sont peut-être un petit peu trop nombreuses pour une approche très rapide et synthétique. Il y a une bibliographie qui est riche aussi, riche mais dominée par cet ouvrage remarquable, les métamorphoses du livre, mais qui est un objet mémoriel lui-même singulier, puisque façonné en quelque sorte par l'intéressé lui-même, dans le cadre d'une rigueur toute scientifique naturellement, mais qui oriente, comment en serait-il autrement, évidemment, le propos et la nature même de l'objet. Et puis le dernier élément, peut-être paradoxal ou inattendu à Lyon, c'est que Henri-Jean Martin est une figure sinon oubliée naturellement, mais qui s'efface déjà. Nous avons il y a 3 ans, 4 ans maintenant, célébré les 40 années de Lapardieu, puisque Lapardieu a été ouverte le 2 décembre 1972. Donc en 2012, nous avons célébré ce quarantenaire, et les figures qui surnageaient, en tout cas en termes de directeur, étaient celles de Jean-Louis Rocher, qui a ouvert l'établissement en 72, et ensuite de Patrick Bazin. Donc disons-le aussi, Jean-Louis Rocher, 23 ans à la tête de l'établissement, Patrick Bazin, 17 ans. Voilà, ce sont des longs cours qui marquent, mais déjà la figure d'Henri-Jean Martin s'estompait. Et ce matin même, en arrivant à la bibliothèque, je disais au gardien, qui est en poste depuis de très nombreuses années, que ce colloque Henri-Jean Martin se déroulait, et je lui posais la question de savoir s'il connaissait Henri-Jean Martin. Il m'a dit non, je ne sais pas qui c'est. Je lui ai dit mais c'est lui qui est le concepteur de Lapardieu. Il m'a dit je pensais que c'était Monsieur Rocher. Donc voilà comment les choses se présentent. Maintenant, au-delà de ces difficultés, de ces écueils, il y a l'intérêt évident de l'exercice. D'abord, donc, restituer une parole. Et comme Noël a pu le faire il y a un instant, je ponctuerai ma présentation de citations d'Henri-Jean Martin. Cette parole restituée, je voudrais qu'elle nous serve aussi à lancer des pistes d'explication, de contextualisation de ce qui est finalement un ovni, Lapardieu, cette bibliothèque qui a été longtemps la plus grande bibliothèque municipale d'Europe, cet ovni dans le champ bibliothéconomique, quelle en est la genèse. Alors, pour cela, pour structurer ma proposition, une question centrale, qui est une question qui est d'actualité, c'est la question du modèle. Quel modèle a été à l'œuvre dans le projet de Lapardieu? Quelle était donc la conception d'Henri-Jean Martin? Quelle était sa vision, ou ses visions, puisqu'on va le voir, ces projets ont évolué dans le temps, et quelle était la conviction à l'œuvre derrière cette vision et sa traduction en projet? Alors, on a retenu le terme de révolution pour l'ensemble de cette journée, et singulièrement pour l'épisode lyonnais. C'est vrai que l'ouverture de Lapardieu en 72, c'est
une révolution en elle-même, mais ce n'est pas la seule, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, Lyon, dans la carrière d'Henri Martin, c'est 1962-1970. C'est une période, je le disais, qui est documentée, mais l'histoire n'est pas écrite, bien qu'on ait le témoignage des métamorphoses, je l'ai dit, et qu'il y ait par ailleurs un excellent mémoire de l'ANSIB. Ange Agnesa a travaillé sur construction et aménagement de la bibliothèque municipale de Lapardieu, 1963-1978. C'est une première approche de cette histoire qui est extrêmement intéressante. Un mémoire d'études qui date de janvier 2014 et qu'avait dirigé Martine Poulain. D'autres sources archivistiques de la bibliothèque municipale m'ont amené à l'esquisse qui va suivre, qui nécessite dans un premier temps un rappel du contexte, et tout d'abord du contexte national. En 62, quand Henri-Jean Martin arrive, et jusqu'à 70, nous sommes au cœur des 30 glorieuses de la Ve République. Donc ce sont les débuts de la Ve République, une sortie de crise de régime, une sortie de crise coloniale et même une sortie de l'après-guerre. C'est un premier contexte favorable, bien évidemment. Le deuxième contexte, c'est le contexte local, et c'est celui qui voit Louis Pradel aux manettes. C'est un maire bâtisseur qui a parfois été caricaturé en maire béton. Mais je crois que c'est une vision qui est un petit peu courte, un peu brutale. On reconsidère aujourd'hui, on requalifie son action à la tête de la ville, ne serait-ce qu'en termes urbanistiques, puisque aujourd'hui, les historiens de l'urbanisme ont une vision un petit peu plus positive du béton qui a inondé, pour les détracteurs, Lyon dans ces années, et singulièrement le quartier de Lapardieu, et singulièrement la bibliothèque municipale. Donc, une relecture de cette action, dire aussi, la chose est peut-être mal connue, souligner son action en faveur de la lecture publique. C'est lui qui, en 1958, crée un poste de responsable de la lecture publique qui n'existait pas avant. Nous sommes aussi, et c'est le troisième élément de contexte qu'il faut rappeler, dans un contexte favorable pour l'évolution des bibliothèques municipales. Certes, Georges Pompidou, en 1969, déclare, et c'est resté fameux, en matière de lecture publique en France, tout reste à faire, mais beaucoup avaient déjà été, sinon faits, du moins défrichés, et notamment à la direction des bibliothèques et de la lecture publique, autour des grandes figures de Julien Quin et d'Étienne Dennery. Et il y a le contexte des bibliothèques à Lyon. Je termine par là, avant de commencer les révolutions d'Henri-Jean Martin. Il y a une tradition de la lecture publique à Lyon, fortement ancrée, alors sans remonter aux imprimeurs du XVIe siècle. Rappelons-nous, ou rappelons cet arrêté, par exemple, du 1er juillet 1871 que prend la municipalité et qui veut instaurer dans chaque arrondissement une bibliothèque, en tout cas un dépôt de livres, ouvert, je le signale, je le souligne, tous les soirs de 19h à 21h. Donc on est dans ce cadre, ce mouvement des bibliothèques populaires que les guerres vont annihiler, et la reprise est un petit peu longue à venir. Il y a quelques éléments à Lyon avant l'arrivée d'Henri-Jean Martin, disons-le, autour de son prédécesseur Henri Joly, qui essaye, à partir de 1958, des formules nouvelles. Ces formules nouvelles, ce sont des annexes de prêts qui vont ouvrir en 1958 à la Croix-Rousse, en 1960 dans le 7e arrondissement. Mais on peut reprendre le mot ici de Georges Pompidou, tout reste à faire. En 1960, les bibliothèques lyonnaises prêtent 30 000 documents. En 61, 53 000. En 62, 69 000. On est sur des chiffres encore extrêmement restreints. Donc, Henri-Jean Martin arrive en 1962, il a 38 ans. C'est un jeune directeur, il a fait les chartes en 43-47, puis il a commencé sa carrière à la Bibliothèque nationale où
nommé à la réserve des livres imprimés, on l'a vu, s'occuper des livres de l'enfer, enfer et flagellation. Nous y reviendrons dans un instant, mais ça l'occupe de 47 à 58. De 58 à 62, il est au CNRS, il travaille à sa thèse, et en 62, il veut, pour différentes raisons, je n'ai pas le temps de développer, mais il veut revenir dans la vie active, réintégrer la Bibliothèque nationale, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a de tels antagonismes qui s'y sont développés que Julien Quin lui dit écoutez, monsieur Martin, essayez l'étranger, ça ne marche pas. Essayez la province, qui était un autre ailleurs en 1962. Et c'est ainsi que Henri-Jean Martin débarque à Lyon. Donc là, je lui cède une première fois déjà la parole. Le changement était total. Je suis arrivé dans une bibliothèque assoupie. Mon prédécesseur était un grand blessé de la guerre de 14, devenu de plus en plus infirme. Je présenterai en fin d'exposé quelques photographies qui nous restituent ce moment, et on voit pourquoi le terme de révolution vient assez naturellement. Donc, prenant son poste, Henri-Jean Martin veut imprimer la marque du changement. C'est encore lui qui parle. Et c'est le début de ces révolutions lyonnaises qui vont de ce réveil de 1962 au grand chantier de 70. Il quitte Lyon avec une Pardieu bruissant de l'action de tous les corps de métier qui s'activent à édifier la plus grande bibliothèque d'Europe. Le maire dira même la plus grande bibliothèque du monde, après la bibliothèque de New York, mais c'est peut-être une amplification locale. Alors, j'articulerai ma proposition sur quatre temps. 1. Les premières armes révolutionnaires, le lancement autour de concepts posés, établis, lecture publique, conservation. La deuxième révolution, ce sera une révolution d'ordre politique. Quel rapport Henri-Jean Martin a entretenu avec les responsables de l'État, de la ville, avec les notables, et enfin, comment se remémore-t-il à travers Métamorphose l'épisode de mai 68. Ça nous permettra aussi de contextualiser politiquement son action. Le troisième temps, c'est un temps sur les révolutions en termes d'innovation. Et là, quatre propos: l'informatique, l'enquête sociologique qu'il mène de 65 à 67, l'animation, l'action culturelle qu'il souhaite développer, et les exemples, les lectures, les apports de l'étranger, Angleterre notamment, Manchester, Birmingham, mais aussi Allemagne, voire États-Unis. Et puis on terminera avec les trois révolutions de la Pardieu. Je dis les trois révolutions parce que une lecture un petit peu rapide, mais tout de même montre que les conceptions d'Henri-Jean Martin sur ce que devait être cette nouvelle grande bibliothèque d'un nouvel ordre, d'un nouveau type, ces conceptions ont varié. Et je terminerai mon propos par la personnalité même d'Henri-Jean Martin comme facteur d'explication et s'interroger sur Henri-Jean Martin révolutionnaire. Alors, les premières armes sur la lecture publique, la première révolution, dès son arrivée, c'est de proposer et de faire valider un véritable schéma directeur du développement de la lecture publique. Cette première révolution, elle est sur la proximité, et il propose à la ville de créer une bibliothèque de 1000 à 2000 m² par arrondissement, avec un secteur adulte, un secteur pour les 15-18 ans et un secteur jeunesse. Donc le maire rechigne, 1000 m², 2000 m², c'est beaucoup trop. Il veut proposer 250 m². Martin s'arc-boute, et on arrive à ces surfaces de 1000 à 2000 m² par arrondissement. C'est le modèle sur lequel nous travaillons encore aujourd'hui. Au printemps prochain, nous ouvrirons 3 nouvelles bibliothèques dans les 3e, 7e et 6e arrondissements. Elles sont issues, pas directement, mais de ce modèle, de cette ambition, de cette révolution, de la proximité. Une bibliothèque, 2000 m² par arrondissement. Alors,
Le mouvement avait été lancé par Henri Joly, on l'a vu tout à l'heure, nomination en 58 d'une adjointe sur la lecture publique. La première à prendre le poste, c'est mademoiselle Voiturier. Madame Guillien lui succède en 63, au moment où Henri-Jean Martin prend son poste. Et en 63, donc, création, ouverture de la bibliothèque du 6e, 64, premier arrondissement, 65, Duchère. En 64 a été lancé le bibliocar, qui doit desservir les usines, pour répondre aux besoins de lecture des ouvriers. Je vous demande de noter ces termes. On est en 1963. 66, Saint-Rambert, Vèze, 67, bibliothèque du 3e arrondissement. Voilà. Donc une action soutenue, décisive, et parallèlement un grand projet d'un grand centre de lecture publique. Voilà. En 62-64, on est au début de la réflexion, mais un grand centre pour accueillir de grandes sections de prêt, c'est le premier point, 100 000 livres pour traiter les grands problèmes d'actualité. Deuxième point, une section intermédiaire pour, et c'est une obsession chez Martin, répondre aux besoins des élèves de terminale, aux besoins des étudiants en termes de culture générale, en termes d'études. Et à ce moment-là de son action, il envisage 600 places, 50 000 ouvrages pour, et c'est là encore une des constantes de la pensée de Martin, la consultation sur place. L'ouvrage doit être disponible. Il ne doit pas être prêté dans cette section. Et le troisième point, on y reviendra, qui est singulier, c'est celui, après la grande section de prêt et après la section intermédiaire, pour les milieux d'affaires. On est en 63-65 donc, et Martin imagine une section avec des documentations de base sur l'économie, sur le droit, avec des à côté sur l'architecture, l'urbanisme, les beaux-arts. Voilà, donc on est là déjà sur quelque chose de nouveau, de singulier, à un moment où, et il le déclare lui-même dans Les Métamorphoses, on entendait alors privilégier la lecture publique. C'est la tendance qui est développée à la DBLP. Or, l'origine de Martin n'est pas la lecture publique. Et il fait état, toujours dans la Métamorphose, des deux clans qui, à l'époque, agissent, interagissent, impactent l'histoire et la vie des bibliothèques. D'un côté, la lecture publique, et d'autre côté, le monde de la conservation, et disons, les chartistes. Étienne Dennery, qui succède à Julien Quint, est un ancien diplomate, et il va créer, pour essayer de résoudre ces tensions, ou de les rendre productives, il va créer un groupe de travail entre lecture publique et conservation. Et ce groupe va rassembler René Fillier, Tours, Noé Richter, de Mulhouse, et Michel Bouvy, de Cambrai. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des bibliothèques publiques en France, c'est des noms sonores, notamment celui de Michel Bouvy, le concepteur des bibliothèques de secteur. De l'autre côté, Pierre Vaillant, de Grenoble, Louis Desgraves, de Bordeaux, et Henri-Jean Martin, de Lyon. Voilà. Les chartistes, les lectures publiques vont se rassembler, travailler ensemble, et une notion de retard à combler en matière de lecture publique en France par rapport à un exemple anglo-saxon va se dégager. On va voir comment cette réflexion nourrira le projet lyonnais. Action sur la lecture publique, action sur le patrimoine aussi, bien évidemment. On reste sur une origine et des préoccupations chartistes, et dans un premier temps, c'est bien ce qui concentre les efforts et l'attention d'Henri-Jean Martin. Mais c'est une deuxième révolution avec deux objectifs qui jusqu'à présent n'existaient pas. Un, créer un centre d'histoire et de civilisation du livre du XVIIe et XVIIIe siècle, et deux, créer un musée de l'imprimerie. Alors, encore une fois, ça n'est pas totalement spontané, des choses existaient, Martin va les rendre possibles. Sur le centre d'histoire de civilisation du livre, c'est grâce au lien qu'il noue avec l'université. Et là encore, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Martin a la préoccupation constante de travailler avec l'université, d'inviter les universitaires à la bibliothèque. Ces universitaires, ils ont parfois marqué l'histoire lyonnaise. Je pense à Georges Couthon pour la littérature française du XVIIe, Pierre Léon pour l'économie, François Dagonnier pour la philosophie. Ce sont des partenaires de la bibliothèque municipale. À quoi
vont servir, entre guillemets, ses partenaires. Je le redis, Martin, il me fallait organiser un certain nombre de manifestations publiques pour imprimer la marque du changement. Là encore, c'est une sorte de révolution que de signaler, incarner un nouveau cours à travers des propositions en termes d'action culturelle. Donc, avec ses universitaires, il organise de grandes expositions sur le théâtre au XVIe siècle, sur la civilisation du manuscrit du 5e au XVIe siècle. Là, on est en octobre-novembre 1963. En juin-juillet 64, livre à figure du XVIIe siècle français, l'art français du XVIIe à travers l'estampe en 65 avec Daniel Théroux. Voilà, donc une première action sur les expositions. Action complétée par des conférences. Le travail avec l'école pratique des hautes études commence pour ces conférences. Et puis enfin, des études qui sont confiées à des étudiants qui vont faire leur diplôme sur les fonds anciens, études sur Griffe, de Tourne, sur la poésie lyonnaise, ou des études philologiques. Donc, des expositions, des conférences, des études, des thèses sur l'humanisme lyonnais, thèses sur l'imprimerie lyonnaise au XVIe siècle, et des publications. On connaît sans doute les 5 études lyonnaises. Toute cette action aboutit aussi à des publications, à une collection. On est exactement sur les missions actuelles de l'Institut d'histoire du livre. Vous ne connaissez peut-être pas tous cet institut, mais il rassemble aujourd'hui, autour de la bibliothèque municipale de Lyon et du musée de l'imprimerie, l'ENSIB, les chartes, l'ENS, prochainement, nous l'espérons, Lyon 2, pour promouvoir des études sur l'histoire du livre. Deuxième action, après ce centre qui commence à naître en 63, le musée de l'imprimerie. Henri-Jean Martin connaît les exemples d'Anvers, de Mayence, d'Oxford. Et quand il rencontre Maurice Audin, un imprimeur lyonnais qui porte ce projet de musée de l'imprimerie, Martin dit mais ça peut se faire, on va réussir avec la bibliothèque municipale. Donc il fait de 2 projets un seul. Il obtient le concours du Crédit Lyonnais local en termes de mécénat, d'où le musée de l'imprimerie et de la banque dans un premier temps. Et l'inauguration se déroule le 18 décembre 1964. Martin n'est là que depuis 2 ans. Le musée de l'imprimerie ouvre, établissement qui se veut didactique et vivant et pas une nécropole. Je reprends les termes d'Henri-Jean Martin. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais il souhaite pour ce musée un renouvellement constant. Bon, voilà donc des premières révolutions lancées, mais dans des domaines qui sont les domaines assez traditionnels. On va maintenant aborder des domaines un petit peu plus novateurs, surprenants, et qui ont laissé une marque très, très forte. D'abord dans le domaine du politique. Domaine du politique, une sorte de révolution managériale. La conception de la direction par Martin est, et je vais essayer de vous le montrer rapidement, très novatrice. À une époque encore où l'élu n'est pas cet interlocuteur quotidien qu'il est aujourd'hui pour les bibliothécaires après 40 années de décentralisation. Alors d'abord, il faut dire que Henri-Jean Martin a de très bons rapports avec les décideurs. À l'ABN, il était un petit peu, entre guillemets naturellement, était un petit peu le chouchou de Julien Quint. Qui le faisait venir dans son bureau, qui échangeait assez facilement avec lui. Alors naturellement, il le dit lui-même, ça lui a donné un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais la grosse tête. Et il a eu des problèmes avec sa hiérarchie à ce moment-là qu'il ne respectait pas toujours. Donc on a vu l'épisode qui l'a conduit directement à l'enfer et à la flagellation. Mais il avait de bons rapports avec Julien Quint. Il avait d'excellents rapports avec Étienne Dennery, le directeur du livre, si on veut, de l'époque. Si j'insiste sur ces excellents rapports, c'est qu'à un moment donné, Dennery va financer à hauteur de 35% la construction de la Part-Dieu. Et c'est ça qui est décisif. Parce qu'il y avait plusieurs projets qui se concurrençaient, dont celui de Malraux qui voulait une maison de la culture pour Roger Planchon. Mais à un moment, Martin arrive et met sur la table les 9 millions de l'État sur les 27 que coûte la Part-Dieu.
Voilà, ça c'est quelque chose de décisif et ça vient de ce lobbying qu'il sait très bien faire, de ces rapports aussi humains qu'il sait bien entretenir. Si on ne peut pas encore parler de communication, c'est un excellent relation publique et notamment avec les décideurs. Il a surtout de bonnes relations avec le maire de Lyon. Et là, il retrace de façon amusante son arrivée dans la ville. Il se signale à l'attention de Louis Pradel, d'abord par un excès de vitesse. Il franchit devant même l'hôtel de ville les limites de vitesse, et donc il a une contravention. Et deuxièmement, assez spontanément, il prend la place du maire dans le parking municipal. Voilà. Donc il fait une entrée en fanfare et, conséquence tout à fait inattendue, le maire apprécie cette Olybrius là, et Martin le déclare lui-même. Depuis lors, le maire m'a eu à la bonne. Alors, derrière cette expression, il faut bien voir que Martin pourra des années durant entretenir des relations directes avec le maire. Et ça encore, c'est décisif. Et en termes de management, de conduite de projet, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'était un homme qui n'avait pas beaucoup d'études, qui n'avait pas fait beaucoup d'études, mais qui respectait les gens de savoir. Voilà comment Martin parle de Pradel. Et Martin aura toujours beaucoup de respect pour le maire. Donc, ces bonnes relations, un plan de développement de la lecture qui arrive très vite, le passage, ça nous fait rêver aujourd'hui, évidemment, de 30 à 100 agents en quelques années. Alors, dans le discours de Martin, dans les métamorphoses du livre, on passe de 20 à 120, c'est un petit peu exagéré. Mais quand même, on passe de 63 à 70 d'un chiffre normal à un chiffre extraordinaire. Et il est important de noter qu'on reste en 2016 sur cette échelle-là. Il y a aujourd'hui, à la Bibliothèque municipale de Lyon, plus de 450 postes et plus de 500 agents. On est sur un rythme lyonnais de création d'une dizaine de postes année par année, avec des pics, des allées et des venues. Mais c'est une empreinte qu'on doit à Henri-Jean Martin. Et puis enfin, bien évidemment, la décision sur la Pardieu. Il a des rapports directs avec le maire. Il connaît bien un des adjoints au maire. Et là encore, c'est dans ce lobbying, ces mondanités biothéconomiques, si on peut dire, qu'il sait entretenir. L'adjoint au maire est l'ancien gouverneur militaire de Lyon, et c'est un grand ami de son beau-père. Voilà. Et donc, cet adjoint passe régulièrement lui dire bonjour à la bibliothèque. Et puis enfin, les mondanités qu'il entretient avec Madame Martin dans le Tout Lyon de l'époque, et qui lui fait dire « Je suis devenu une personnalité populaire ». Voilà. Alors, insistons sur ce management politique, qui est une troisième révolution, et écoutons-le. Si je suis tout à fait partisan de la décentralisation, je pense néanmoins qu'il y a là un réel problème, et que l'inflation de personnel administratif qui se veut décideur dans le cadre de la ville ou de la région est tout simplement grotesque dans bien des cas. Alors voilà, là on relève encore son caractère parfois excessif dans la formulation, mais c'est un directeur qui n'aime pas les circuits administratifs. Il dit lui-même « Nous avons à présent un temps où l'on passe par des réseaux administratifs d'incompréhension ». Alors, au-delà de la nostalgie d'un temps révolu, il y a quand même des stratégies d'action qui sont à souligner et qui marquent la place de la bibliothèque et du bibliothécaire. Une autre anecdote, un autre récit avec une double lecture, on est en juin 68, en plein 68, donc réunion dans le bureau du maire. De crise, voilà ce que retient Martin. « J'étais extrêmement fier, car j'étais entre le chef des abattoirs et le chef des égouts, ce qui représentait pour la bibliothèque une véritable promotion, puisque mes deux voisins jouaient un rôle essentiel dans la vie quotidienne de tous les Lyonnais et géraient un budget considérable. » Alors, on a là quelque chose d'assez classique chez Martin, la pirouette, les égouts, les abattoirs, la bibliothèque, promotion, mais quelque chose de très réaliste. Il est entre les deux plus gros budgets de la ville. Voilà. Et c'est la place de la bibliothèque et c'est la place du bibliothécaire qui est là posée.
hein, voilà. Donc c'est quelque chose dont on a hérité à Lyon et qui peut être peut-être souhaitable dans d'autres villes. Action sur les milieux économiques et le mécénat. On l'a vu tout à l'heure dans la première vision de la Pardieu, cette section qui est prévue pour les milieux d'affaires. Nous sommes là dans une grande tradition lyonnaise, hein, qui est celle de la soie, hein, où l'industrie entretient avec les milieux artistiques des rapports qu'on peut encore voir aujourd'hui, malgré ces difficultés, au musée des tissus. Donc il réunit les industriels, il leur présente son projet en leur expliquant bien qu'il ne leur demande pas de l'argent, hein, mais leur concours. Et il fait financer le musée de l'imprimerie par le Crédit Lyonnais, on l'a vu. Hein, le Crédit Lyonnais qui donne assez libéralement un hôtel, l'hôtel que vous connaissez, mais qui était à l'époque une maison de tolérance. Donc on reviendra tout à l'heure sur sa façon d'aborder ce don du crédit lyonnais. Et il y a par ailleurs, je vous la présenterai si j'ai le temps, en fin de communication, une lettre du Rotary Club qui est absolument extraordinaire, où le président du Rotary Club le remercie de lui avoir présenté les projets d'informatisation de la BML. Hein, voilà. Alors, je termine ce volet politique par mai 68, hein, et donc Henri-Jean Martin dans la Révolution. Il le dit lui-même, hein, sa famille, c'est une famille qui était profondément nationaliste. Nationaliste au sens de ce terme après la défaite de 40, hein, et puis après la Deuxième Guerre mondiale. Et lui-même se qualifie d'homme de droite. Mais un homme de droite véritablement inclassable. Il y a plusieurs exemples qui le montrent. Je n'en cite qu'un. Hein. Il est à la BN. Hein, il est à la BN. Il a ses problèmes avec sa hiérarchie. Et il raconte un gardien de mon service, leader de la CGT dans l'établissement, avec qui je m'entendais très bien, et que, tout homme de droite que je fusse, j'aidais à rédiger ses tracts. Donc, on imagine, mais très facilement, quand on a connu Martin, hein, on l'imagine en train d'aider le responsable de la CGT à écrire ses tracts en lui disant non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. De son côté, ce leader de la CGT va l'inciter à écrire directement au ministre pour dénoncer la situation, le placard dans lequel on l'avait enfermé. Il y avait une coquetterie par ailleurs chez Martin à se dire homme de droite, hein, à une époque où, années 70, 80, c'était moins porté qu'aujourd'hui. Alors, quelle est son approche de mai 68 ? D'abord, je me suis énormément amusé, tout en étant parfois très inquiet devant la tournure des événements. En 68, il est nommé président, il préside les États généraux des bibliothèques. Personnellement, j'approuvais certains aspects du mouvement, mais je n'étais nullement un porte-parole de la révolte. Ainsi, j'ai accueilli avec plaisir l'idée de constituer un comité de gestion dans ma bibliothèque, je souligne ma, et j'ai appelé tout le personnel à s'y faire représenter. Donc on voit cet homme de droite qui a cette attitude par rapport à mai 68 et qui crée ce comité de gestion. Encore une fois, une affirmation qui commence par personnellement. Personnellement, j'avouerai franchement m'être réjoui des transformations qui ont pu se produire à la suite de ce mouvement que je n'approuve pas pour autant. Voilà. Donc, pour vous dire, hein, la posture du personnage. Je reviendrai tout à l'heure sur un épisode rocambolesque, hein, qu'a connu Martin en 68, mais rappelons aussi qu'il fait fermer Saint-Jean, hein, devant la tournure des événements par mesure de sécurité. Alors, j'en viens maintenant aux révolutions suivantes en termes d'innovation. Et tout d'abord avec l'informatique. L'informatique, au départ, on parle d'automation ou d'automatisation, apparaît un petit peu brutalement en fin de période. Hein. En septembre 68, on a les premiers écrits de Martin sur l'informatique, mais il faut souligner que petit à petit, cette notion d'informatique va envahir tout le champ des préoccupations d'Henri-Jean Martin avec l'action culturelle et l'animation. Donc il cherche des partenaires, il en trouve tout d'abord l'IRIA, l'Institut de recherche informatique et automatique, qui a été créé en 67
Martin entre immédiatement en contact avec eux. Et il travaille ensuite avec l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble, qui vient tout juste de lancer des travaux d'informatisation pour la bibliothèque universitaire. Il va par ailleurs chercher son inspiration dans des pays qui sont plus avancés que la France dans ce domaine, en l'occurrence les États-Unis, l'Allemagne. Je ne peux pas développer, mais c'est un premier aspect de son écoute des solutions que les bibliothécaires étrangers inventent, mettent en œuvre. Quels sont les objectifs de cette automatisation? C'est la gestion de la circulation et c'est l'informatique documentaire. En décembre 68, il fait instruire par la ville une demande de subvention au plan Calcul, qui est la grande machinerie que l'État lance pour informatiser le pays. Et donc, à travers un système de cartes magnétiques, sont travaillés des systèmes d'automatisation du prêt, des rappels, des listings de catalogues, des listings des listes d'acquisition et des statistiques. On est déjà dans l'embryon de ce qui s'appellera plus tard un système intégré de gestion de bibliothèque, un SIGB. Notons aussi que le projet est travaillé sur Lyon, mais avec toutes les bibliothèques du territoire Rhône-Alpes. C'est une première apparition de la question du territoire dans les préoccupations de bibliothécaires d'Henri-Jean Martin. Et donc, sur la Part-Dieu, et imaginez, elle n'était pas présente dans le premier projet, une salle de 600 mètres carrés pour accueillir l'ordinateur. L'ordinateur qui sera l'ordinateur de la ville de Lyon. Il n'y a pas d'ordinateur à la ville de Lyon en 68. Le premier qui est installé est celui de la bibliothèque qui sera partagé avec des services de la ville. Notons qu'aujourd'hui, toute l'informatique de la ville de Lyon est toujours basée à la bibliothèque de la Part-Dieu. Tous les serveurs sont ici. Donc voilà une action totalement innovante, à une époque où, je vous le redis, il n'y a pas d'ordinateur à la ville de Lyon. Il n'y aura pas d'ordinateur à l'école des Chartes avant 78-79. Benoît, tu te souviens, cet ordinateur qui était pieusement conservé sous sa housse et que personne n'utilisait. C'était les premiers pas de l'informatique à l'école des Chartes. Martin avait commencé à Lyon 10 ans avant. Je voudrais saluer la présence de Guy Parguez. Tout à l'heure, je disais que la mémoire s'effaçait, s'estompait un tout petit peu dans les effectifs actuels de la bibliothèque, mais Dieu merci, Guy Parguez a travaillé de 65 à 70 avec Henri-Jean Martin, et il pourrait nous parler des travaux qu'ils ont menés ensemble sur l'informatique, la thématique informatique et livre ancien, qui sont des travaux extrêmement novateurs. Là encore, merci Guy Parguez d'être avec nous ce matin. Autre innovation, c'est l'enquête Livre et lecteur à Lyon. Je vous présente le document. Livre et lecteur à Lyon, 6 enquêtes psychosociologiques en 1965-67. C'est publié en 68. C'est un document absolument décoiffant que ce livre et lecteur à Lyon. Tout d'abord en termes de méthodologie. On va le voir. L'idée part de ses liens avec le Cercle de la librairie et Artaud, qui préside le Cercle de la librairie à l'époque. Et Martin fait passer à l'idée au Cercle de la librairie d'une grande enquête sur la lecture. Il dit au Cercle de la librairie, on va avoir un problème avec le livre, il faut voir ce qui se passe, il faut lancer une enquête. Donc le Cercle de la librairie lance une première enquête et lui-même obtient les moyens nécessaires à mener cette enquête pendant 2 ans sur Lyon, avec des étudiants en psychologie sociale de la faculté des lettres. Ils vont d'abord enquêter sur le circuit du livre à Lyon. Librairie, points de vente, bibliothèques publiques et privées. Sur les lecteurs fréquentant les bibliothèques, des questionnaires sont diffusés à Lyon et à Villeurbanne. Des entretiens sont menés avec les lecteurs et les non-lecteurs. Et enfin, une enquête par sondage lancée dans toute la ville pour toucher les non-lecteurs et les lecteurs ne fréquentant pas les bibliothèques. C'est une enquête qui a touché environ 2000 personnes. Voilà. Je n'ai pas évidemment le temps de rentrer dans le détail et les résultats de cette enquête, mais je voudrais souligner à nouveau le caractère novateur de cette étude.
mais c'est surtout ce qu'elle apporte dans la conception de Martin. C'est l'idée d'être orienté public, hein, qui est là à l'œuvre. Qu'est-ce qu'attendent les usagers d'une bibliothèque? Et c'est quelque chose, encore une fois, comme questionnement qui est complètement actuel et novateur. Et c'est à ce titre-là que cette enquête est fondatrice. Je termine cette liste des innovations par l'étranger et l'animation. L'étranger, on l'a vu pour l'informatique, hein, les leçons tirées des exemples américains, allemands. Plus largement, on voit au cours de ces années le passage progressif de la biothéconomie d'Henri-Jean Martin, de l'école latine, hein, qui est l'école naturelle en France à ce moment-là, qui privilégie, disons-le, le patrimoine, à l'école anglo-saxonne. On a plusieurs documents où Martin travaille les exemples que donne la bibliothèque de Birmingham, la bibliothèque de Manchester, et qui vont nourrir le projet de la Pardieu. Autre innovation forte de l'après 68, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Mais c'est l'action culturelle au-delà des expositions patrimoniales. Hein, une action culturelle qui va jusqu'à la notion de bibliothèque lieu de rencontre. On trouve ces termes, hein, la bibliothèque lieu de rencontre. On est en 68, hein, avec cafétéria, librairie et événementiel organisé dans les espaces, si tant est que ça ne dérange pas trop les usagers. On est là encore donc sur des choses véritablement, une vision passionnante. Alors, je termine ces révolutions par les révolutions de la Pardieu. Hein. Donc, on part d'où? En 63, à Saint-Jean, il y a 275 places. La bibliothèque de Saint-Jean, hein, c'est à l'archevêché, c'est la bibliothèque centrale à l'époque. Hein, il y a 275 places pour 600 à 1000 demandes par jour. Donc, nécessité de créer une nouvelle bibliothèque entièrement nouvelle, avec, je vous le disais, une genèse en 3 étapes. Premier temps, on le voyait tout à l'heure, hein, un schéma encore latin qui privilégie le patrimoine. Le premier projet vise à désengorger Saint-Jean, hein, en créant cette bibliothèque de lecture publique dans un lieu qui n'est pas défini, avec ses missions de lecture publique, des grandes sections de prêt, une section intermédiaire, les milieux d'affaires, je n'y reviens pas. Le deuxième moment dans la genèse du projet de la Pardieu, c'est le silo. Comment ça se passe? Martin est à la recherche d'un terrain. Son prédécesseur, Henri Joly, l'avait été aussi, et lui avait déjà proposé la Pardieu. Henri Joly n'en avait pas voulu. Quartier misérable, je ne veux pas y aller. Martin saisit l'opportunité de ce quartier en y voyant le futur centre d'affaires de Lyon où la bibliothèque doit s'implanter. Donc là encore, il y a une vision décisive d'Henri-Jean Martin. Il se saisit de cette opportunité avec cette difficulté, c'est que le plan d'urbanisme ne prévoit pour la Pardieu et cette ancienne caserne que des bâtiments de grande hauteur. Qu'à cela ne tienne, hein, Martin prévoit un silo de 20 étages. Voilà, un silo de 20 étages pouvant accueillir 2 millions de documents, alors que la bibliothèque, à l'époque, n'en conserve que 500 000. Mais là encore, une vision avec cette déclaration, le vide attire les livres. C'est une grande réalité des bibliothèques, hein, que vous connaissez, mais c'est l'origine du dépôt de la bibliothèque des Jésuites à Lyon. 350 000 volumes, une collection exceptionnelle. S'il n'y avait pas eu à la base cette vision de Martin, et sur une contrainte d'urbanisme, il faut un bâtiment de très grande hauteur. Alors là, on passe dans une autre dimension. Avec le silo, on passe évidemment dans une autre dimension, c'est une sorte de bascule, et c'est l'amorce d'un nouveau modèle, surtout qu'à ce moment-là, donc je vous le disais tout à l'heure, Martin obtient le concours de l'État et Pradel choisit la bibliothèque contre la maison de la culture. Alors, cette version numéro 2, c'est un triptyque, hein, lecture publique, usuelle salle de lecture, sur un modèle qui annonce la BPI, et puis des salles de prêt et de fonds anciens. Alors, c'est paradoxal, quelque part, de voir que cette révolution qui va marquer la lecture publique dans ce pays pour des années vient d'un silo de conservation. Et c'est intéressant de voir, si on aborde les problématiques actuelles de la Pardieu, combien ce monument
définit à contrario parfois la bibliothèque. Quoi qu'il en soit, ça implique chez Martin une évolution de la vision. Au départ, c'était une vision bicéphale, lecture publique, patrimoine. Là, on a un silo, il n'y aura qu'une bibliothèque. On va abandonner Saint-Jean, et donc on est sur une théorie là qui va aller du patrimoine jusqu'à lecture publique. C'est pour la première fois une conception complètement unitaire de la bibliothèque. La troisième version, et la dernière, c'est un nouveau modèle de bibliothèque d'une contemporanéité absolument extraordinaire. On a vu après 68, arriver l'informatique, l'enquête, c'est-à-dire comment on aborde les besoins du public, on a vu l'apport de l'étranger, on a vu l'apport de l'animation. Donc c'est un nouveau modèle qui est révolutionnaire par son ampleur. On va aboutir à 28 000 mètres carrés, mais aussi par son projet même. C'est le moment aussi, et les deux projets vont s'inspirer l'un l'autre, de ce qui va être appelé la sœur jumelle, la BN bis. En 68, l'État réfléchit à une BN bis. Cette BN bis va se transformer en bibliothèque des Halles, qui va se transformer, vous l'avez deviné, en bibliothèque publique d'information. Donc, une inspiration anglo-saxonne et trois axes. Ce qu'il appelle l'urbaine de près. On est toujours sur 100 000 volumes, s'y adjoint une discothèque et une section jeunesse. Une bibliothèque d'études avec tout d'abord une section actualité, 4 salles, périodiques, lecture sur place, documentation juridique et économique, architecture et urbanisme. Et une deuxième section, lecture sur place, recherche et culture générale, salle de référence, sciences, recherche et fonds anciens, arts et lettres modernes, documentation régionale. Au total, 8 sections qui annoncent déjà les futurs départements de la Pardieu. Donc, 1, l'urbaine de près, 2, la bibliothèque d'études, parce que Martin reste quand même sur cette notion d'études et de consultation sur place, et 3, l'animation. Et alors là, on est véritablement dans une nouvelle révolution, avec des fonctions totalement inédites en bibliothèque, des lieux de rencontre à la disposition de tous. Donc une notion revue, corrigée d'événementiel, avec une salle d'expo, une salle de conférence de 250 mètres carrés, accueil, orientation, librairie, cafétéria, et cette capacité à organiser des événements, même dans les sections de lecture, si tant est qu'on ne dérange pas le public. Alors, je vais sauter un petit peu parce que je crois être trop long, mais appuyons cette vision sur un certain nombre de citations d'Henri-Jean Martin pour ce qu'elles ont de visionnaire. Tout d'abord, dans l'ampleur du projet, ça s'appuie sur une conviction. On peut, sans être taxé d'optimisme exagéré, estimer que la recherche en matière de sciences humaines se développera largement dans cette ville dans les années à venir. On est là en 66. Autre citation à souligner sur sa notion, sa conception, sa conviction en matière de lecture publique et de bibliothèque. J'ai toujours été convaincu que la différence alléguée entre bibliothèque de lecture publique et bibliothèque de conservation était quelque chose de superficiel. Car il n'y a qu'une culture. À mesure que le secteur de lecture publique se développe, il rejoint le secteur de la conservation et ainsi la culture retrouve son unité. C'est là au fond ce que j'ai toujours cru. Et en termes de conviction, cette dernière citation, à partir du moment où j'ai travaillé avec Lucien Febvre, j'ai été véritablement hanté par le problème des transformations éventuelles du livre et en même temps par l'idée qu'il fallait défendre le livre. Voilà qui sous-tend cette hantise de la disparition du livre. C'est ça qui est à la clé. Voilà ce qui sous-tend cette action, cette conviction, cette vision qui aboutit sur cette définition, une bibliothèque de tous au cœur de la cité. Une notion qu'on peut complètement revendiquer aujourd'hui même dans le projet de la BML. Révolution ultime en termes d'épilogue, c'est le départ de Martin, qui est officiel en octobre 1970, alors que la bibliothèque est en plein chantier. Il s'en va alors que le chantier ne vient que de débuter. Alors, la version officielle, celle qu'il donne à travers les métamorphoses, c'est qu'il a reçu une proposition de l'école des Chartes, qu'il se sent écartelé depuis 68 entre toutes les tâches qu'il a à mener. N'oublions pas qu'il n'a pas renoncé à ses tâches de chercheur. Comme le disait tout à l'heure Noël, il est exemplaire à ce niveau-là. Et puis sa femme lui aurait recommandé, dit-il, de se consacrer plutôt à l'enseignement qu'aux affres de la direction de bibliothèque.
officieusement, on a un article du Progrès qui dit que Pradel aurait demandé au directeur du livre d'amorcer un changement. Voilà. Ce que Martin récuse totalement. Toujours est-il qu'une nouvelle histoire va s'ouvrir avec Jean-Louis Rocher. Alors, en termes de conclusion, je m'excuse, j'ai été trop long. Ce départ pour les chartes, lui-même l'argumente, et là je crois qu'on a des motivations profondes. Dans les Métamorphoses, il dit « Je ne cacherai pas que j'ai toujours regretté de ne pas faire une carrière universitaire ». Voilà. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Pour terminer, j'ai recherché dans ce qu'il disait à travers les Métamorphoses les motivations profondes et ce qui, dans sa personnalité, a rendu possible la part Dieu. Je crois qu'on a affaire à un bibliothécaire qui est en rupture de banc. D'abord, il le dit lui-même, ce n'est pas un héritier, ni social, ni intellectuel. Je suis issu d'une famille ruinée des deux côtés. Ma famille n'était pas du tout une famille d'intellectuels. Donc son père a fait l'école supérieure d'électricité, c'est un inventeur. Chez Gaumont fait faillite, vie difficile. 4 enfants, il faut passer des concours. Et donc il va être amené, voulant faire de l'histoire par ailleurs, marqué par le défaite de 40, il va être amené à faire les chartes, mais ce n'est pas un héritier. Aux chartes, il va côtoyer René Girard, par exemple, mais le père de René Girard, c'est le directeur du musée Calvé et de la bibliothèque d'Avignon. C'est véritablement un héritier. Martin ne l'est pas du tout. Et il le dit lui-même, cette suite de désirs contrariés explique sans doute le fait qu'il ait voulu être universitaire et qu'il n'a pas pu. Cette suite de désirs contrariés explique sans doute que j'ai développé un tempérament anticonformiste, qui, à l'école des Chartes, m'a amené aussitôt à prendre le parti de l'opposition à ce qui se faisait traditionnellement. Et c'est vrai que, pour ceux qui l'ont connu aux Chartes, il était traditionnellement opposé. Il n'a jamais appelé Jacques Monfrein, le directeur de l'école des Chartes à l'époque, que « notre frein ». Et il termine en disant « À cela s'ajoutait le poids de l'humiliation sociale ». C'est des souvenirs de jeunesse où les bonnes dames de la société parisienne donnent à sa mère, le père est au chômage, donne à sa mère des vêtements pour qu'il les porte. Voilà. Le poids de l'humiliation sociale est à souligner. Donc des difficultés avec la hiérarchie, une méfiance par rapport à l'administration, à l'établissement. Il se voit tout le temps, quand il est dans un jury ou face à une réunion de personnages importants, il se vit toujours comme un lanceur de fléchettes. Donc ça situe tout de suite le personnage. Mais une capacité à innover, un esprit décalé, qui nous a marqué quand nous suivions ces cours à l'école des Chartes. Ces cours étaient ponctués d'anecdotes qui montraient, qui disaient le caractère extraordinaire de ce personnage. Et il ne pouvait se retenir de nous raconter des épisodes en total décalage avec le propos. Donc je vous cite quelques éléments qui sont cités dans les Métamorphoses. Musée de l'imprimerie. Musée de l'imprimerie, il travaille pour obtenir l'hôtel. Qu'est-ce qu'il note ? Je me souviens encore, c'est un ancien hôtel de passe, une ancienne maison de passe. Je me souviens encore d'y avoir visité la chambre du voyeur, avant sa transformation, et d'avoir enlevé une carte de visite sur laquelle il était inscrit « Madame Irma, entrée rue des Forces, sortie rue de la Poulaillerie ». Voilà, c'est des choses qui le marquaient. En mai 68, que nous raconte-t-il ? Il est à la bibliothèque. J'étais aidé par des gardiens, en partie pieds noirs. Pourquoi souligner pieds noirs ? J'étais aidé par des gardiens, en partie pieds noirs, parmi lesquels il y avait des champions de judo et un ancien champion de France de hockey sur patin à roulettes. C'est complètement Martin, ce décalage total dans les situations, dans les approches. Donc je vous ai dit l'épisode du lanceur de fléchettes. Je termine ces citations par une citation vraiment caractéristique dans son ambivalence aussi. J'ai été nommé à la bibliothèque de Lyon, je terminerai par là, au moment où rayonnait Brigitte Bardot. C'est-à-dire une certaine forme de joie de vivre et au fond de naïveté. Voilà. Je crois que c'est intéressant de noter cette citation-là. La naïveté, on pourra la mesurer peut-être. En tout cas, ce parcours
il y a des pistes qui sont à confirmer. Je crois qu'il faudrait, en allant au-delà de cette simple présentation trop rapide, restituer la place d'Henri-Jean Martin à Lyon, hein, à la faveur d'une lecture d'un projet en une sorte de permanence de ce projet, de 63 à aujourd'hui même, hein, un projet toujours d'actualité dont on peut s'inspirer, hein, pour le schéma directeur qu'on aura à mener dans les années qui viennent. Le vocabulaire n'est plus le même, les acteurs, les environnements ont changé, le projet reste. Voilà, merci, excusez-moi d'avoir été trop long. Est-ce qu'on prend quelques minutes pour des réactions tout de même? Est-ce que vous êtes échauffé et que vous avez envie de partager vos remarques Oui, c'était juste une question. Vous avez évoqué cette enquête sur le public des bibliothèques. Et quels étaient, très très vite, ce qui ressortait de cette enquête? Alors, ressort de cette enquête le recul dans l'idée qu'on pouvait se faire de la place du livre dans la société lyonnaise de l'époque. C'était déjà ce qui le portait quand il dit « j'ai été marqué, hanté », hein, par les problématiques du livre dans ses travaux avec Henri-Jean Martin. Je crois qu'on a quelqu'un qui s'interroge sur la place du livre et la place des connaissances et de la circulation, du partage des connaissances avec ce support-là. Et ce qui ressort de l'enquête, effectivement, c'est par rapport à ce qu'on imaginait un recul de la lecture. C'est ce qu'il avait vendu, entre guillemets, au cerf de la librairie, et c'est quelque part ce qu'il voulait faire remonter jusqu'à Georges Pompidou. Hein, il le dit lui-même, fils d'instituteur, donc un président sensible à ces questions-là, et qui, de fait, hein, a amené Pompidou à déclarer en 69, en matière de lecture publique, tout reste à faire, et qui a lancé ce grand mouvement de la lecture publique qui aboutira aux années Gattegno et à toute la suite.